Ici, Loire, le plus long fleuve de France. Moi, c'est Spongilla lacustrice. Oui, je suis une éponge, parfaitement. D'eau douce, oui. Alors, donc moi, Virginie Zerna, donc je suis conservateur en chef du patrimoine. Salut les moules! Salut! Oh mon barbeau, c'est toi le plus beau! Alors oui, c'est moi qu'on appelle la grande mulette. Les Chroniques de Loire sont des contes sonores et documentaires qui donnent la parole à ceux qui peuplent la Loire et ses bassins versants. Un podcast produit par le Polo, Pôle Art et Urbanisme. Chronique 1, l'éponge lacustre et les archéologues. Une chronique de Loire basée sur des faits réels. C'est vrai, tout est vrai. Notre aventure commence sous une nuit d'étoiles filantes, les Perséides, des poussières laissées par une comète au nom imprononçable croisant notre ciel tous les 130 ans, qui chaque début d'août embrase notre atmosphère. Un spectacle nocturne fantastique qu'on appelait autrefois les larmes de Saint-Laurent. Saint-Laurent pleurait des larmes de feu, lui qui finit sa vie de martyr brûlé sur un grill. Et c'est vrai qu'il faisait fort chaud en ce début du mois d'août 2015. Le 5 août 2015, je reçois un coup de téléphone. Allô? Ici, Loire, le plus long fleuve de France. 1006 kilomètres de long. Nous sommes 100% français, mon bassin versant et moi. Bonjour. Une goutte d'eau sur 5 qui tombe en France finit dans la Loire, dans moi, quoi. Ou dans la panse d'une vache. Ou dans un verre de bière. Ou dans plein de choses en fait. L'eau est partout, en nous, sur nous, avec nous. Mon bassin versant et moi, on ne fait qu'un, n'est-ce pas mon chou? Ouais, en fait le fleuve, c'est juste la partie visible. On est début août 2013, du côté de Langeais. Sous son château mignon, ses créneaux sont beaux, avec des petites tourelles à créneaux pour que ça soit sorti au château. Nous sommes un peu en aval, au bord d'une petite île, comme il y en a tant dans mon lit. À cet endroit où l'eau court, s'enroule en marmite bouillonnante, avant de filer vers l'océan, vers Nantes. On est à quoi Allez, 200 km de Saint-Nazaire, de l'estuaire, 600 km du Mont-Jardier de Jonc, la source. Donc, on est juste après le pont de Langeais et là, approchez, regardez à travers moi, regardez dans la transparence relative et verte de mon bouillon. Approchez plus près, oui, encore un peu. Bonsoir, on se balade. Bienvenue dans mon palace. Ça te plaît? Vaste, accueillante, dans l'onde, 24 mètres d'épave tout confort. Plancher, lambris latéraux ouverts sur l'azur. Du pur chêne. 1795, ah c'est du costaud. Attention, touche pas ces trucs verts là qui sont collés dessus, ça, en plus ça pue. Non mais t'as vu ce parc d'attractions. Hop, tiens, regarde, passe là-dessous. Hop, je passe par là. Paf. Je rentre là-dedans. Ouais. Salut les moules. Salut. Oh mon barbeau, c'est toi le plus beau. C'est l'effet moustache. Non, ils sont sympas ces petites moules, c'est vrai. Et délicieuses. Sympa mais collante. Alors carrément invasive. Bon. Tiens, regarde ça là. Ça fait comme des petites grottes toutes rondes, regarde.
Ah, j'adore ce coin. Voilà. Et ça, bah, c'est des arbres. Mais carré. C'est bourré de trucs là-dedans. Alors regarde ça, il y en a plein. C'est des machins ronds là. Lourd, impossible à déplacer. Il y en a sur plus de 900 mètres à suivre. En aval, regarde. Non mais tu me suis? J'adore. Là, dans ce long truc à embouchure ronde, tu peux rentrer et ressortir à l'autre bout. Paf. Attends, allez viens, suis-moi. Fais gaffe à tes nageoires, ça se rétrécit. Youhou. Paf. Nous avions pour la première fois en Loire un bateau et son chargement. C'était bien une épave en bois, une épave en chêne, qui était longue à peu près de 24 mètres de long. L'ensemble du chargement se trouvait sur le bateau, mais également 900 mètres en fait en aval du bateau. Donc on avait là une dissémination en fait de l'ensemble des éléments de l'épave. Le fret civil était composé donc de pots de parfumeurs, d'estampes, de ballots de musique, de café, et également donc d'un fret militaire qui lui était composé donc de caissons qui étaient en kit avec des grandes roues et qui devaient pouvoir monter ensuite à leur arrivée pour pacifier les guerres de Vendée. On a également donc des boulets de canon que j'ai longtemps cru que ces boulets appartenaient aux caissons, mais non, les boulets sont à part, et il y en a des milliers. Et ces boulets, en fait, eux, devaient aller vers les arsenaux donc de Brest ou de Nantes. Orléans, mars 1795. Le chaland conduit par les mariniers Poix-Mule venant de Cosne ou de Nevers fait escale sur le port afin de prendre une nouvelle cargaison. Sur les quais, Poix-Mule reçoit sa lettre de voiture d'un marchand. Une caisse de savon, du tabac en corde dans des paniers d'osier, des barils de fer blanc, 2 ballots de musique et d'estampes, des paniers contenant des pots de faïence, une caisse de mercerie et de parfumerie complètent sa cargaison militaire. Lourdement chargé, le bateau descend à gré d'eau la Loire avec 6 autres bateaux, direction Nantes. Arrivé à proximité de Langeais, le deuxième bateau, le Tiraud, hurle un clignonnage et coule à fond le 15 Ventose an 3 de la République. Le chaland est laissé sur place ainsi qu'une partie de la cargaison. La première fois que je les ai vus, j'ai vraiment cru que c'était des tortues. À carapace molle, extrêmement bruyant. Alors ça s'agitait dans tous sens, ils faisaient des mouvements disgracieux. Je les ai trouvés horribles. Au début du moins. On voit bien qu'on n'est pas du tout fait, nous les humains, pour aller sous l'eau. Enfin, du moins pour l'instant, on ne sait pas très bien le faire. Puisque les équipements que l'on a sont des équipements de tortues, quoi. Et on intervient vraiment comme des Robocop, quoi, sous l'eau. Alors qu'on aimerait être fluide, et on peut pas, on ne sait pas le faire. Moi, c'est Spongilla lacustris, oui. Je suis une éponge d'eau douce, va parfaitement. Ah, je suis un animal, mais qui ne l'est pas. Oh, les néophytes nous prennent pour de simples végétaux, et ils sont nombreux, les ignares. L'éponge Spongilla lacustris, du règne Animalia, de la classe des Demospongiae, l'une des 120 espèces d'éponges d'eau douce, riche en phore inhalant, une couleur verte. Une couleur verte due à une association symbiotique avec une microalgue. Finalement, Spongia lacustris a été longtemps confondu avec une plante. Pour nous, c'était du verre, tout simplement. On nous connaît peu, nous, les Spongillas. Alors, vous êtes un castor, une loutre, on fait des ou, des ah, des oh là là, ça intéresse tout le monde, mais vous êtes une Spongilla, là, c'est connaît pas silence radio, on nous ignore, dans le meilleur des cas. Eh bien, en fait, Spongilla lacustris est un animal filtreur, multicellulaire, primitif, qui se nourrit de matière organique, de bactéries et de microplancton. Son squelette est souple et mou. Cette espèce a été décrite donc par Linné dès 1759 comme Fragilis ramis sterilibus obtusis. Elle est fragile et rampante. On la trouve sous de nombreuses formes. Elle se présente sous une forme de tache encroûtante, un tapis peu épais vert. On peut la trouver sous forme de boule ou de nodule,
sous forme d'arborescence. Cette éponge, elle se construit sans véritables organes. Elle est sans symétrie. Elle est sans plan défini. Elle est sans cellules nerveuses. Elle est sans cellules sensorielles. Comme si on voulait marquer systématiquement les lacunes que pouvait avoir cette éponge. On sait que ces organes nécessitent un support, que ce soit la roche, le bois, il faut que ce soit stable. Au début, ils ont été très violents. Oh là là. Non mais ils ont commencé à nous attaquer, à essayer de nous chasser, de nous déraciner, nous racler, nous décrocher, à nous tirer sur les gémules. Enfin, ça ne se fait pas. Ils étaient très agressifs. Ah, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de terriens subaquatiques. Ça devait être des espèces migratrices parce que tout à coup ils disparaissaient. Et puis à des périodes bien précises, ils réapparaissaient. On a mis en place une campagne archéologique. Nous sommes sur, bien entendu, le site UNESCO. Nous sommes dans une zone ZNIEF, la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Nous sommes dans une zone de Natura 2000. Nous avions donc 2 espèces protégées et la loi sur l'eau qui nous empêche également en Loire d'intervenir comme nous le voulons, plus une contrainte calendaire, impossible d'intervenir donc du 15 mai au 15 août. Voilà, à cause ou grâce à la nidification en fait des sternes sur les îles de la Loire. On s'installe donc sur le site et puis on essaie d'apprendre à reconnaître comment était fait ce bateau. Heureusement, je sais me défendre moi-même. J'ai ma technique. Voilà. La première, c'est celle dite de la moufette. C'est-à-dire que je- euh, j'en j'en vois une odeur. Voilà. Et s'il le faut, alors là c'est les grands moyens, comme avec les moules zébrées, hein, elles sont là, elles prennent leur aise. Mais je peux me déplacer, attention. Si je m'étends, vous voyez, comme ça, comme ça, bon, je peux faire quelques millimètres par jour. D'accord, mais enfin, en un mois, ça fait quand même plusieurs centimètres, ça. Et alors là, hop, la moule zébrée, je la recouvre et je la bouffe, littéralement. Ah non, mais je n'hésite pas. Intéressant aussi, c'est son ingéniosité que nous n'avons découvert que très tardivement. Spongilla lacustris se reproduit par voie sexuée via des larves mobiles planctoniques et elle est asexuée également. Son éclosion se fait avec un calendrier qui est très précis, octobre. Le plus étonnant, c'est que l'éponge est dite doïque, c'est-à-dire qu'elle est une année mâle, une année femelle. Elle est constituée donc de spécules qui sont entrelacés d'une fibre élastique cornée qu'on appelle la spongine. Sur son squelette s'organisent des cellules externes qui forment une sorte de peau. On appelle aussi cela des corbeilles vibratiles, qui sont reliées au milieu extérieur et qui font rentrer l'eau dans l'éponge. Et en fait, maintenant, on sait que l'éponge connaît des phases de dormance et qu'elle réagit au stress. Face à une agression chimique, elle va réduire son volume. Les éponges respirent. Elle a un lent mouvement d'expansion et de contraction. L'éponge est également faiblement et très lentement mobile. Elle a des petits canaux qui sont en perpétuel réaménagement. Si on dit que l'éponge n'a pas de cerveau, il semble maintenant certain, on le sait, que ces mouvements sont pourtant coordonnés. Il y a donc bien quelque chose de cohérent chez l'éponge. Avec les terriens subaquatiques, ça a été plus compliqué, il faut bien le dire. Mais je crois qu'ils ont été impressionnés. Et assez rapidement, ils se sont calmés. Ils ont commencé à nous respecter. Voilà, respecter notre territoire. Et nous les avons tolérés. Spongia lacustris, au début, a été vue comme une contrainte à l'intérieur du site archéologique. C'est-à-dire que sa présence nous a contraints à, à une certaine forme d'archéologie que nous ne connaissions pas auparavant. C'est-à-dire que nous avons à l'heure actuelle le chantier archéologique le plus développement durable, je pense, de toute l'Europe, puisque donc il a fallu arrêter de palmer, ne jamais avoir de moteur, faire en sorte que tout soit fait à la main et non avec
ce qu'on appelle un aspirateur à sédiments. Donc on est vraiment entré, en fait, dans une autre phase très douce, en fait, de notre intrusion, dans, l'intervention archéologique. Il existe toute une gradation de relations au sein d'un écosystème, rendant les individus plus ou moins interdépendants. La symbiose. Interaction durable impliquant tout ou partie du cycle de vie des deux organismes, quels que soient les échanges entre ceux-ci. Le parasitisme. Interaction directe durable, unilatéralement nuisible entre une espèce dénommée parasite et une espèce dénommée hôte, duquel l'espèce nuisible dépendra de façon unilatérale pour toute ou partie de sa vie, le parasitisme n'entraînant pas forcément la mort de l'hôte. Le mutualisme et le commensalisme sont deux interactions positives qui profitent à au moins un des partenaires sans défavoriser le second, considérés comme des facilitations écologiques. Le monde vivant peut être décrit comme un immense réseau d'interactions entre organismes. Les effets négatifs tendent à être quantitativement faibles lorsque les populations en interaction ont une histoire évolutive commune dans un écosystème relativement stable. Quand ils m'ont proposé d'entrer dans leur équipe, j'ai tout de suite accepté. J'ai dit, voyons les choses en grand. Prenons du champ, du large, élargissons le chantier. Puis, c'est moi qu'on appelle la grande mulette. Je suis une grande moule filtreuse, d'eau douce. Bivalve, moule perlière, s'il vous plaît. Et protégez, nous, les grandes mulettes, c'est-à-dire nous sommes en danger critique d'extinction, carrément. Voilà. C'est-à-dire je suis dans la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Margatifera auricularia, c'est-à-dire en forme d'oreille. Oui ? J'en ai beaucoup entendu. D'ailleurs, je peux vous raconter tout ce qui s'est passé dans le lit de la Loire depuis les années 50. C'est inscrit dans ma chair. Il suffit de savoir me lire. On trouve tout. La pollution des eaux par l'agriculture et l'industrie, les problèmes posés par le déboisement et l'aménagement des rivières, les barrages hydroélectriques, d'irrigage, drainage, tout y quanti. Pardon ? Oui. Oui, j'ai 75 ans. Les archéologues voulaient de l'ancien. Ils ont de l'ancien et puis surtout du vivant. La nature, c'est ma culture. 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 Et je les ai mis dans l'équipe de fouilles, de même que la Loire, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont participer à notre connaissance et ils vont travailler. Margarita aurifica, donc les moules perrières, nous ont obligés en fait à dessiner un périmètre de fouille beaucoup plus large que nous le pensions. L'éponge n'a pas fait grand-chose, je dois dire, elle n'a pas beaucoup travaillé, mais en fait, bon, elle nous a en fait obligés à respecter la pièce de bois, voilà, et de s'interroger sur cette pièce de bois en particulier. Quant à la Loire, en revanche, elle a été, alors elle vraiment, elle a bien travaillé. C'est une travailleuse, de toute façon, on le sait. C'est-à-dire qu'elle nous a permis systématiquement, avec le courant et la dynamique fluviale justement, à enlever les sédiments et à nous permettre d'y voir clair. Donc pour nous, c'était très important d'avoir un débit relativement régulier de la Loire, d'avoir une qualité de transparence également de ces eaux. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis cool et je m'écoule. Mon débit, c'est mon débit. Il est variable. Je passe de 900 mètres cubes seconde à 250 mètres seconde. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Je suis avec mon bassin versant. Bonsoir. Les terriens subaquatiques, les archéologues, on n'a pas fait que les aider. Au début, ça n'était pas le gala de natation synchronisée. Ils sont
partout dans l'eau, mais bien équipés. La première année, on arrivait à leur arracher leur stylo. Ah, 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 ah. Finalement, après, on leur a filé des coups de palme, de vent, comment ils disent, des coups de main. Des quoi? Je vois pas ce que c'est. Aucune idée. On déblayait le terrain, charriait du limon. Mon nom gaulois, Liger, ça vient de liga, la vase quoi. Ligue, leg, loueg. Dans toutes les langues, ça parle de collecte, d'étalement, de dépôt de géomatériaux à base de limon, d'argile, de sable ou de galets, de granulats et même des cailloutis. Espérons qu'on sera bien payé en retour, mon bassin versant et moi. Du respect. Très important, le respect. On a joué et c'était la première fois pour nous et pour l'équipe de fouilles et pour l'ensemble des étudiants qui étaient là, puisque c'est aussi un chantier école de Paris 1, de vraiment faire avec de nouvelles présences pour lesquelles nous n'avions, je le dis très tranquillement, jamais eu d'égard. Auparavant, lorsque l'on voyait en fait cette surface verte, en fait, nous, on nettoyait. C'est-à-dire que je la tuais et je l'enlevais. Enfin, nous l'enlevions à la main de façon à faire effectivement, place nette pour pouvoir nous faire nos observations archéologiques. Et on s'autorisait également à extraire les pièces de l'épave, qu'elles comportent ou non, des présences non humaines, c'est-à-dire, il peut y avoir des petites crevettes, bon des tas de petits insectes qui mangent en fait le bois. Il peut y avoir aussi donc, ces algues, cette éponge et en fait nous, en les sortant de l'eau, on mettait à mal l'ensemble de ces présences. Et en fait, le fait de se dire: «Non attention, si maintenant on extrait ces pièces-là, on fait mourir donc ces espèces protégées», donc on a reformulé notre intervention archéologique en se disant: «Qu'est-ce qui» une espèce de compétition patrimoniale quoi. Qu'est-ce qui vaut le plus? Est-ce que c'est de tout savoir sur cette épave? Puisque nous, sur les pièces de bois, en fait, on va lire les traces d'outils, on va lire, beaucoup de choses qui vont nous intéresser, qui racontent, en fait, le bois, qui racontent le bateau et qui racontent les gestes que les hommes ont pu avoir sur ce bateau. Donc il y a cette valeur patrimoniale qui, pour moi, est ma profession, ce que je sais faire et ce que je cherche à faire. Et puis une autre valeur patrimoniale incongrue pour nous jusqu'alors, qui était que cette épave est devenue aussi dans un second temps, dans un troisième temps de sa vie, une niche écologique. Et en fait, cette transformation d'un site archéologique en niche écologique contemporaine, qui pour moi continue l'histoire même de l'épave, en fait, m'a paru très, très troublante et très intéressante. À la question qui est souvent posée: «Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout remonté?» Nous avons répondu que nous préférions en fait faire ce que l'on appelle une réserve archéologique. Ça nous a semblé aussi une très belle école du regard et là, bien entendu, l'idée c'est ni de protéger ni de conserver, c'est plutôt un laisser-faire. Pensez-vous, comme le chercheur philosophe Baptiste Morisot, que notre ancêtre commun étant une éponge marine, nous serions alors nous-mêmes des éponges? Savez-vous que des entreprises asiatiques vous proposent en ligne de l'extrait purifié de Spongilla broyé en guise de masque anti-acné et anti-ridule? Pourquoi sommes-nous constitués à 70% d'eau? Après ce que nous venons d'entendre au sujet de Spongilla et des archéologues subaquatiques, interrogeons-nous. Et si on intégrait systématiquement les êtres vivants en tant que collaborateurs et collègues aux différentes études menées en Loire? Comment respecter un fleuve et son bassin versant? Faudrait-il créer un syndicat interespèces? Les chroniques de Loire permettent de diffuser, sous le format de contes sonores, un pan des recherches pour un Parlement de Loire
initiée par le POLO, Pôle Art et Urbanisme. Ces chroniques invitent les auditeurs et auditrices à s'interroger sur la complexité du fleuve, à mieux comprendre sa biodiversité, ses rôles, ses statuts, ses luttes. Elles ont été financées par l'Agence de l'eau, en charge du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et par la région Centre-Val de Loire. Cette chronique a été écrite et réalisée par Diane Bonneau, Julia Valvé et Tiffaine Sirio, de Tout Terrain. Elle n'aurait été possible sans les précieux échanges avec Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Catherine Boineau et Clément Sirgue. La coordination d'Apolline Fluck, Clémence Mathieu et Annabelle Royer. Thomas G a fourni les bruits de rivière et Guillaume Bernard a participé à la composition. Nous remercions l'ensemble de ces intervenants.